quotidien, mais au plan international, c'est une référence, surtout en matière de droits de l'homme. Alors, dans votre parcours, est-ce que vous avez eu certains obstacles, peut-être par rapport à la situation des droits de l'homme dans plusieurs pays africains? Oui, au quotidien. Et pas seulement dans les pays africains. C'est Amnesty International a une couverture universelle et on s'attelait, donc à mon époque, mais je crois que ça continue, à couvrir la situation des droits de l'homme dans le monde entier, avec des chercheurs spécialisés par pays, et à dénoncer les violations des droits, à fournir des recommandations aux différents gouvernements et à travailler étroitement avec les ONG de droits de l'homme des différents pays. Bon, évidemment, l'Afrique, j'avais un intérêt particulier puisque je suis moi-même africain et que je me soucie donc du sort des populations, surtout les populations les plus démunies. Donc j'y attachais un intérêt particulier. Mais on a souvent tendance à croire que les pires violations des droits humains, c'est en Afrique. C'est pas le cas. Il y a des violations des droits humains aux États-Unis, en Chine, en Iran, au Brésil, partout. C'est pourquoi d'ailleurs, à Amnesty International, on ne comparait pas pays par pays et on ne faisait pas de classement. Parce qu'une violation des droits humains, c'est subi par quelqu'un, c'est subi par des populations, donc on ne peut pas comparer d'un pays à un autre. Il faut répondre à chaque violation. Alors, je rappelle que vous avez en face de vous, très chers téléspectateurs, l'ancien secrétaire général de Amnesty International. Alors, une organisation, la défense des droits humains, mais l'imagerie, surtout certains hommes politiques, considèrent, à tort ou à raison, que ce sont des organisations plutôt alarmistes. Est-ce que vous savez pourquoi? On sonne l'alarme. On met les gouvernements face à leurs responsabilités. Parce que les gouvernements ont signé des conventions et notre rôle, c'est de s'assurer qu'elles respectent leurs obligations. Lorsque une convention, comme la Convention contre la torture, est ratifiée par un gouvernement, le gouvernement s'engage à s'assurer que la torture ne sera pas pratiquée dans ces prisons. Lorsque la torture est pratiquée et qu'il y a impunité totale, nous rappelons au gouvernement ses obligations, nous portons ça sur la scène internationale. L'objectif, c'est de faire honte à ces gouvernements-là qui ne respectent pas leurs paroles et les obliger à prendre des sanctions envers ceux qui pratiquent la torture. Absolument. Je rappelle également que Pierre Saïd Sadé a été sous-secrétaire, sous-directeur au niveau de l'UNESCO. Ouais. Et votre rôle consistait à quoi? Mais j'étais sous-directeur général chargé des sciences humaines et des sciences sociales. Et donc, il s'agissait de recommander au gouvernement des politiques publiques à travers, encore une fois, des conventions ou des déclarations internationales sur des programmes tels que l'éthique des sciences et de la technologie, la lutte contre la pauvreté, les droits des femmes, les transformations sociales qu'il s'agit de surveiller, d'accompagner, et où il fallait répondre de manière intelligente aux transformations sociales qui affectent notre société. La prospective également. Donc il y avait différents programmes où on combinait la recherche, la formulation de politiques publiques et les recommandations au gouvernement. Donc ça, c'était un travail fastidieux. Intéressant. Intéressant, ouais. Plutôt. Alors, comprenez que nous avons en face de nous un ancien fonctionnaire international qui a servi comme secrétaire général de Amnesty International, mais également au niveau de l'UNESCO. Et quand on parle du Sénégal en matière de droits humains, à votre avis, aujourd'hui, la situation va de mal en pis ou il y a une amélioration à tout point de vue? Je crois qu'elle va de mal en pis. En matière de droits humains, vous avez souvent des droits qui sont négligés et qui sont violés du fait du système qui est en place. Par exemple,
la pauvreté, c'est une violation des droits humains. La pauvreté. Tout le monde a le droit de vivre en dehors de la pauvreté. Or, la pauvreté, elle ne découle pas d'un ordre divin. La pauvreté, ce n'est pas une question de chance ou de malchance. La pauvreté découle d'un système économique qui a été mis en place, qui enfonce les gens dans la pauvreté et les empêche d'en sortir. 50% de la population sénégalaise vit dans la pauvreté. Ça veut dire que vous avez 50% de la population dont les droits socio-économiques sont violés au quotidien. Mais c'est dû au sous-développement. Non. Vous avez aussi la pauvreté dans les pays développés. Vous avez la pauvreté aux États-Unis, vous avez la pauvreté en Angleterre, vous avez la pauvreté en France. Ils ont mis en place des systèmes de protection sociale qui permettent aux gens qui tombent dans la pauvreté de garder la tête hors de l'eau. La pauvreté, découle de politiques qui ont été mises en place dans les pays sous-développés, des politiques néolibérales. On nous enferme dans un système de production qui fait qu'on ne produit pas de valeur ajoutée. On creuse, on met dans les bateaux, on envoie dans les pays riches. Couvrir nos besoins, on laisse le soin à l'importation. Par exemple, on produit de l'or, on importe des bijoux. On produit du coton, on importe des chemises. On produit de l'arachide, on importe de l'huile d'arachide. Mais entre la production primaire et le produit fini, il y a la transformation qui n'est pas faite dans notre pays, qui est faite à l'extérieur. Et c'est la transformation qui enrichit un pays. Oui. À qui la faute? La responsabilité, ce sont aux Africains eux-mêmes? La responsabilité, elle est partagée entre les gouvernements africains et les institutions de Bretton Woods qui imposent leur politique. Est-ce que ce n'est pas fait à dessein aussi? Bien sûr. Maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Bien sûr. Et l'élite africaine dans tout ça, elle sert à quoi? Mais justement, c'est fait à dessein pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté et pour pouvoir s'emparer de ses richesses à un coût très faible. Mais la responsabilité de l'élite, c'est de nous sortir de ce piège-là. Il ne faut pas solliciter les électeurs si on ne peut pas régler le problème. Il faut laisser à d'autres qui ont peut-être des idées pour nous sortir de ce piège-là, assurer qu'on transforme nos ressources sur place en produits finis, qu'on réduise drastiquement toutes les importations parce que ça enrichit les pays qui transforment et donner les marchés au secteur privé national. Prenez les infrastructures. Les infrastructures, c'est une double peine. Un, parce qu'on s'endette pour réaliser ces infrastructures, donc il faudra rembourser ces prêts-là. Et deuxièmement, comme on confie les marchés à des entreprises étrangères, le profit est rapatrié. Alors que nous avons un secteur privé national qu'il faut encourager pour qu'il puisse monter en puissance. C'est à eux qu'il faut en priorité donner les marchés. C'est à eux d'identifier les complémentarités nécessaires en développant des partenariats avec l'étranger. Mais c'est eux qui doivent être la locomotive. Mais la mondialisation, c'est quand même une compétition. Est-ce que le secteur privé national, comme vous évoquiez tantôt, a la capacité justement à réaliser ce que ces sociétés étrangères peuvent réaliser? Oui, mais la capacité, elle se développe. Elle n'est pas là du jour au lendemain. Donc il faut une stratégie volontaire de développement du secteur privé à développer avec les chercheurs, avec le secteur privé, pour qu'elle puisse petit à petit monter en puissance. Je ne comprends pas qu'on puisse confier la construction de routes à des sociétés étrangères, alors que au Sénégal, nous avons des compagnies de BTP qui construisent des routes. Parfois même hors du Sénégal, dans d'autres pays. Exactement, la CSE. On fait de mauvais choix. Je ne comprends pas la pertinence de construire une ville nouvelle comme Diamniadio, qui est dans la banlieue de Dakar, qui
qui est à 70 km de Dakar, qui a déjà les infrastructures qu'il faut. Il faut ajouter d'autres infrastructures, mais créer une ville nouvelle, il faut créer tout un écosystème, ça prend 50 ans. Et ça revient extrêmement cher. Le seul intérêt que je vois pour les autorités de choisir Diamniadio, c'est les rétrocommissions. Les rétrocommissions? Bien sûr. Les pots de vin? Bien sûr. Bien sûr, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent, ceux qui sont au pouvoir. C'est infrastructure, endettement, rétrocommission. Et c'est comme ça qu'ils bâtissent leur fortune. Mais si on avait fait une étude comparée, est-ce qu'on prend Thiès ou est-ce qu'on prend Diamniadio? Mais tous les analystes vous diront, il vaut mieux prendre Thiès. C'est à 70 km de Dakar. Il y a déjà des infrastructures qui existent, il suffit de compléter et les gens peuvent vivre à Thiès, travailler à Dakar, ou travailler à Dakar, ou vivre à Dakar et travailler à Thiès. Créer une ville nouvelle, c'est un investissement sur une période de 50 ans. C'est un projet qui dure très longtemps, il suffit de voir Abuja. Et l'argent aurait pu être mieux utilisé, aurait pu permettre de vraiment développer la ville de Thiès pour qu'elle puisse absorber l'immigration rurale, en faire une véritable ville secondaire. Diamniadio, ça va être un chantier pendant... C'est déjà un chantier depuis 10-15 ans, mais le chantier, vous allez voir, dans 30 ans, ce sera encore là, un chantier. Ce n'était pas une bonne idée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les infrastructures, mais il faut faire les bons choix. Et le bon choix, c'est aussi en termes de coût. Alors, le terre, c'est un bon choix? Non. Ah bon? Absolument pas. Mais la mobilité, Pierre Sadé, oui, mais attendez. Quand même la question de la mobilité. Oui. Dans un pays aussi pauvre que le nôtre, on n'a pas besoin d'un train rapide de dernière génération. Ça, il faut le laisser aux pays riches. Avec ce qu'on a investi dans la terre, on aurait pu construire un chemin de fer qui va de Dakar à Ziguinchor. On aurait pu réhabiliter les chemins de fer du Sénégal. Faire terre sur 35 km, ça n'a aucun sens. Les trains rapides en Europe, en Amérique, c'est des trains qui sont conçus pour construire des chemins de fer de 200-300 km et qui le font en 1 heure de temps ou en 2 heures. Mais construire un chemin de fer, train rapide, dernière génération, sur 35 km, ça n'a pas de sens. Mais oui, mais on parle d'investissement social pour permettre quand même à un certain bon nombre de Sénégalais de partir d'un point important à un autre et éviter peut-être les embouteillages. Est-ce que c'est pas là où, c'est pas à ce niveau que cet investissement-là a un sens? Investissement social n'est pas incompatible avec une rentabilité. Ok. Ok. Donc, un train sur 35 km, train TGV, qui roule à moins de 100 km à l'heure, cette distance aurait pu être parcourue par un train normal qui roule à 80 km à l'heure et qui aurait coûté 10 fois moins cher. Encore une fois, c'est une question de choix de développement, mais surtout, il faut voir comment ces choix sont faits. Le TER n'était pas dans le plan. Le TER n'a pas été approuvé par l'Assemblée nationale. C'est Macky Sall tout seul qui s'est rendu en France et qui a permis le sauvetage de Alstom en achetant un train, comme s'il achetait un jouet. Donc quand on investit, il faut comparer quels sont les besoins les plus urgents. Il faut comparer les prix, parce que le TER s'est fait sans appel d'offres. Je suis sûr que les Chinois auraient pu construire beaucoup moins cher quelque chose. « 35 km. Donc le temps qui s'élance, il est arrivé à l'autre station. Il est obligé de s'arrêter. Donc ce n'est pas un train à grande vitesse. Vous remarquerez que la terminologie
a changé parce qu'au début, on parlait de train à grande vitesse et après, on a parlé de train express régional. TER. Voilà. Donc, le langage a changé parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas un train rapide. Et ça ne peut pas être un train rapide sur 35 km et 14 stations. Ça n'a pas de sens. Mais est-ce que vous voulez nous dire qu'en termes d'investissement, il y a le TER, il y a Diamniadio, il y a le stade Abdoulaye Wade, il y a aussi, je veux dire, l'Arena de Dakar, beaucoup d'infrastructures. Est-ce que vous voulez dire qu'en fait, le Sénégal a plus jeté l'argent par la fenêtre qu'autre chose? Pas par la fenêtre, parce qu'il y en a qui ont profité. Ça, c'est sûr. Ah, c'était juste pour profiter à une certaine catégorie de personnes, un groupe. Absolument. On a un stade Léopold Sédar Senghor qui tombe en ruine. On a un stade Demba Diop. On a un stade de Lat Dior ou je ne sais quoi. Il y a plusieurs stades à Dakar. Mais les époques sont différentes. On veut quand même un stade dernière génération, des infrastructures de dernière génération, pour quand même donner une autre image du Sénégal, un pays moderne qui tend vers l'émergence. À qui on veut donner cette image-là? Je crois que d'abord, il faut satisfaire les besoins prioritaires des Sénégalais. On n'est pas en concurrence avec d'autres pays, on est en concurrence avec nous-mêmes. La priorité, c'est de sortir les Sénégalais de la pauvreté. 50% des Sénégalais vivent dans la pauvreté, font un repas par jour. La priorité, c'est l'éducation. Il y a toujours 5 000 ou 6 000 abris provisoires depuis plus de 20 ans. Les droits à l'éducation gratuite de qualité, ce droit-là est violé tous les jours quand on laisse les enfants être éduqués dans ces conditions-là. Tant qu'on ne réforme pas le système d'éducation, nous avons toujours une école française coloniale que nous n'avons pas profondément réformée. Donc il y a des priorités qui s'adressent au bien-être des êtres humains. Mais oui, mais là, au plan peut-être de l'alimentation, je veux dire manger, il y a maintenant la dénomination du ministère qui a changé. On parle de ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. On parle de l'autosuffisance alimentaire. Et par rapport à la réforme dont vous parlez de l'éducation, le processus est en marche, où on essaie de voir un peu de nouvelles formes d'enseignement. À votre avis, c'est banal ou bien c'est trop tard? Comme vous avez dit, on parle. Ah, c'est ça. Et nous avons un régime qui est vraiment une caisse de résonance. On parle, et on ne voit pas de changement sur le terrain. On parle d'autosuffisance alimentaire, mais depuis 40 ans, on parle d'autosuffisance alimentaire. On parle de sécurité alimentaire. Mais pour atteindre la sécurité alimentaire, il faut d'abord atteindre la souveraineté alimentaire. Or, les instruments qui nous permettent d'atteindre la souveraineté alimentaire ne sont pas autorisés, entre guillemets, parce que la Banque mondiale et le FMI imposent comme unique solution le marché. C'est le marché qui va régler ça. Or, c'est pas vrai. Alors, comment voulez-vous avoir une souveraineté alimentaire quand vous signez des accords de pêche qui vident nos mers et dépouillent les familles sénégalaises de poissons? Comment voulez-vous avoir une souveraineté alimentaire lorsque on encourage les importations de riz plutôt que la production locale? Les importations, bien entendu, encore une fois, ça va dans les caisses de la douane, c'est-à-dire ce sont nos taxes, pour entretenir un État surdimensionné, totalement incapable, totalement incompétent. On sait que les Sénégalais sont des mangeurs de riz. On a le potentiel, le long du fleuve Sénégal, en Casamance, dans le Sine Saloum, de produire suffisamment de riz pour toute la population sénégalaise. Mais le projet d'autosuffisance en riz, on nous avait promis ça pour qu'en 2017. On est en 2022. Les importations de riz, c'est le même tonnage. Rien n'a changé. Rien. C'est pourquoi je dis, on parle. On ne fait pas. Alors, mesdames et messieurs, juste une pause et nous revenons dans une poignée de secondes.
journées sont très mouvementées, alors ils me font un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix ? C'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax, bougez en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège slip. Alors vous suivez toujours toute la vérité et je rappelle que nous avons l'honneur de recevoir Pierre Sané, ancien secrétaire général de Amnesty International et également sous-directeur au niveau bien entendu de l'UNESCO. Et nous avons évoqué tantôt au plan économique, qu'est-ce qu'il va falloir peut-être changer ou peut-être le diagnostic. Il a passé un peu au crible la situation économique et entre autres. Et aujourd'hui on parle un peu de la situation des droits humains. On a vécu un moment assez particulier où des forces de l'ordre ont extirpé un opposant de son véhicule. Et qu'est-ce que cela vous inspire, Pierre Sané? J'ai honte. Vraiment, quand je pense à l'image du Sénégal au niveau international, si j'étais toujours fonctionnaire international, dans les couloirs des Nations Unies, je me promènerais la tête baissée, plutôt que la tête haute, fière de la démocratie qu'on avait réussi à préserver jusqu'à présent. Nous sommes gouvernés par des fossoyeurs de la République et des fossoyeurs de la démocratie. Ils considèrent que la Constitution, les lois, les règlements sont des obstacles à leur exercice du pouvoir et à leur jouissance personnelle. Et ils contournent ces obstacles-là. Ils considèrent que la Constitution, c'est comme un papier toilette. Donc, c'est ce qui crée un climat où on peut violer les libertés publiques, les droits des individus de manière flagrante, ouverte. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est connu au niveau international. Les Sénégalais sont conscients de leurs droits. Lorsqu'ils manifestent, ils exercent leur droit de manifester. Lorsqu'il y a violence, c'est parce qu'on veut leur retirer ce droit de manifester. Non seulement on les assaille, mais en plus on les met en prison sans autre forme de procès. La prison est devenue un mode de régulation de la politique dans ce pays. Mais est-ce que aussi c'est fait à dessein? Mais oui, c'est fait pour intimider. C'est ça, bien sûr. C'est fait pour intimider, pour punir, bien entendu, mais pour intimider. Or, la prison, c'est sérieux. On ne peut pas banaliser la privation de liberté. La liberté, c'est la norme. La prison, c'est l'exception. Quelqu'un ne doit aller en prison que s'il est jugé par un tribunal indépendant, sanctionné par un crime qu'il a commis. Mais lorsqu'il exerce ses droits, il ne peut pas se retrouver dans une prison, au contraire. Donc, ce gouvernement-là est sur une pente glissante, très dangereuse, parce que la violation systématique des droits humains, c'est ça qui crée un chaos où les gens estiment qu'il ne leur reste plus que la résistance violente pour exprimer leurs droits. Et le respect des droits humains, c'est l'objectif, c'est de maintenir la paix, la sérénité, la justice. Lorsque vos droits sont brimés de manière arbitraire, et ceux qui briment vos droits, celui qui vous torture, celui qui vous exécute, etc., ne rend pas compte devant la justice, mais les gens prennent la justice. Mais il faut comprendre aussi que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Le droit de manifester est encadré par les besoins de sécurité publique. Les gens manifestent pacifiquement, il suffit que la police les encadre. Moi, j'ai vécu à l'étranger, mais manifestation tous les jours. Les gens défilent dans la rue, ils manifestent, les policiers sont sur les côtés, le trottoir, et les accompagnent parce qu'ils sont là aussi pour protéger les droits des manifestants, mais en même temps assurer la sécurité publique. Mais pourquoi les empêcher de manifester? Bon, pour éviter la chienlit aussi. Oui, mais il suffit que la police... Ça, c'est le travail de la police.
La police n'est pas là pour disperser les manifestations. La police est là pour s'assurer que la manifestation va être pacifique. Et ça, c'est possible. Mais oui, mais si il va falloir manifester tous les jours aussi, tout le temps et en tout lieu, est-ce que là, maintenant, on n'est pas... on ne se trompe pas de priorité? Non, mais c'est l'exercice d'un droit constitutionnel. Les gens manifestent parce qu'ils sont mécontents. Et c'est leur façon d'exprimer leur mécontentement. C'est la liberté d'expression. Si vous le manifestez tous les jours, on les laisse manifester tous les jours. À partir du moment où il n'y a pas de casse, à partir du moment où la sécurité publique est assurée, donc il n'y a pas de contradiction entre la manifestation et le maintien de l'ordre. Ça, c'est le travail de l'administration de s'assurer que les deux impératifs, le droit de manifester et l'ordre et la sécurité publique, sont respectés. Oui. Comment se fait-il que le président de la République organise des meetings monstres là où il veut, dans le pays, en tant que président de l'APR, et que l'opposition ne puisse pas jouir des mêmes droits? Ouais, peut-être qu'il y a eu un précédent pour ceux qui relèvent du cas dont vous évoquez. Il y a eu ce qui s'est passé à Touba et à Mbacké. Et entre-temps aussi, il peut y avoir des inquiétudes, des craintes que la situation ne se répète à Dakar. Est-ce que là aussi, les États aussi, ou ceux qui nous gouvernent, ou ceux qui sont censés assurer la sécurité des personnes et des biens, ne disposeraient pas d'informations que nous, simples citoyens, nous n'avons pas peut-être pour interdire une marche, et entre autres? Il y a eu à Kermassar un meeting organisé par le PASTEF qui a drainé des centaines de milliers de jeunes. Tout s'est bien passé. Les jeunes sont venus et les vieux ont écouté le discours et après sont rentrés tranquillement chez eux. Et à Mbacké, si la manifestation n'avait pas été interdite, elle n'aurait pas dégénéré. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas respecté la loi. Au lieu de 3 signatures, on n'en a mis que 2. Mais il suffit que le préfet prenne son téléphone et demande aux organisateurs de venir ajouter une signature. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais bien sûr. Vous pensez que la démocratie est en danger? Absolument. Et pourtant, les gens s'expriment en longueur de journée dans nos télés, dans les médias, dans les journaux, et parfois tiennent des propos que certains pourraient peut-être, dans d'autres cieux, considérer comme atteinte à la sûreté de l'État. Le fait qu'on puisse s'exprimer librement n'est pas révélateur de l'état de la démocratie dans le pays. La démocratie protège un ensemble de droits. Donc, la manifestation, c'est un droit. Ça fait partie de la liberté d'expression. Et c'est contenu dans la Constitution sénégalaise. Donc, les droits, les gens exercent leurs droits. Et ce n'est pas au gouvernement de décider qui peut exercer, qui ne peut pas exercer. Le gouvernement est là pour protéger les droits. Et donc, protéger les manifestants et protéger l'ordre public. Ce n'est pas au gouvernement de décider. Alors, bien, dans ce cas de figure, est-ce qu'il faut tenir compte aussi de ces interdictions pour dire qu'il y aurait un complot contre une seule personne? Un complot d'État? Il y a eu un complot contre Khalifa Sall. Ah bon? Bien sûr. Et les faits sont là, et pourtant? Il y a eu un complot contre Khalifa Sall parce que ce qu'on lui a reproché en matière de gestion de la caisse d'avance, c'est comme ça que la mairie a fonctionné depuis l'indépendance. Il y a eu un complot parce que l'inspection générale de l'État n'a jamais recommandé un procès contre Khalifa Sall. Donc on a utilisé une déficience dans la gestion des fonds spéciaux à la mairie pour l'enfoncer à seule fin de le rayer du registre électoral. C'était ça l'objectif. Ne pas avoir un adversaire lors de la campagne présidentielle. Donc on a cherché et ils ont pu trouver ça. Maintenant, l'adversaire qu'il faut éliminer, parce que c'est comme ça que Macky Sall pense qu'il peut gagner les élections. C'est-à-dire, au départ, il faut éliminer tous les opposants
qui ont une chance. Ça a été le cas pour Karim Wade aussi, à votre avis? Exactement, bien sûr. Tout ça, c'est pour la préservation du pouvoir. Donc ces gens ont été accusés à tort, ont été mis en prison que pour régler une question. Et les cas de détournement, les cas de... Voilà. Mais il y a combien dans la bonne gouvernance aussi. Combien de cas de détournement qui sont sous le coude du président? Si on devait mettre en prison tous ceux qui ont détourné, je crois que ceux qui accompagnent Macky Sall, qui ont occupé des hautes fonctions administratives et politiques, seraient en prison. Ah bon? Tous les scandales, mais bien sûr. Regardez le scandale de l'achat des ventes d'armes. 45 milliards. Qui est en prison? Où est l'enquête? Regardez le scandale de Timis, qui ont bradé notre pétrole à un négociant dont le passé est douteux, qui est en prison. Mais il y a une cascade de scandales. Ce gouvernement est caractérisé. Non, mais pour le cas de Timis, on a demandé aux gens d'apporter des preuves et finalement, le sieur Ali Oussal, qui était peut-être l'interface, a été blanchi par la justice. Donc, quand est-ce qu'il a été en justice? Ah oui, mais c'est-à-dire il y a eu une information. En fait, on a essayé de demander aux gens d'apporter des preuves sur ce qu'ils disaient. Mais c'est au procureur d'aller chercher les preuves. C'est au procureur. C'est au procureur de s'autosaisir quand il y a un détournement de fonds, quand il y a des crimes financiers, quand il y a des vols, quand les gens puisent dans la caisse. Il est là pour défendre l'État, c'est-à-dire les citoyens. La justice rend justice au nom du peuple sénégalais, non pas au nom de Macky Sall. Et la justice doit être indépendante et la justice doit s'autosaisir quand un crime est commis. Mais c'est le cas pour la justice, elle est indépendante. Regardez le rapport de la Cour des comptes aujourd'hui qui apparemment va connaître un aboutissement. Le rapport de la Cour des comptes, c'est un rapport d'audit. Oui. Très bien. Maintenant, ceux qui sont épinglés par ce rapport doivent rendre compte en justice. Ce n'est pas encore le cas. On ne sait pas si des procédures ont été ouvertes ou pas. Ça m'étonnerait que ça aille jusqu'au bout. Ah bon? Le problème qu'on a au Sénégal, c'est l'impunité. Surtout face aux crimes des cols blancs. Vous volez un mouton, vous atterrissez en prison, vous volez des milliards, vous devenez intouchable. Donc ça envoie un mauvais message à la population. Ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir sont intouchables, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, alors que le petit peuple souffre dans des conditions archaïques, du manque d'électricité, du manque d'eau potable, du manque d'école, du manque d'enseignement de qualité. Il faut se préoccuper du sort des Sénégalais et non pas de voilà, j'ai le plus beau train d'Afrique, etc., etc. Il faut se préoccuper de la qualité de l'éducation, de la qualité de la santé. C'est ça qui permet le développement. Le développement, ce n'est pas les infrastructures. Le développement, c'est les êtres humains. C'est la qualité de citoyen, la qualité du travailleur, la qualité de l'individu qui permet de changer les mentalités et qui permet de mettre le pays sur les voies de la production de la richesse. Mais et pourtant, il y a une volonté politique. Il y a eu l'OFNAC pour lutter contre peut-être ce que vous appelez les cols blancs. Il y a quand même cette idée envoyée dans l'opinion, gouvernance sobre et vertueuse. Donc, où se situe le problème à votre avis? Le souci, il est où? Puisqu'il y a cette volonté affichée. Non, vous savez, une volonté se traduit par des actes. Il ne suffit pas de parler. Au Sénégal, on parle beaucoup. On crée des institutions. On crée l'OFNAC, mais on ne fait pas le suivi sur les rapports de l'OFNAC. On crée l'inspection générale de l'État, mais il n'y a pas de suivi lorsque l'IGE incrimine un responsable politique. Donc c'est le gouffre qu'il y a entre la parole et l'action.
Et c'est là où on mesure le degré de volonté politique. La volonté politique, ce n'est pas seulement un discours ou même la création d'une institution. Si l'institution est émasculée et qu'on ne lui donne pas les moyens d'achever sa mission, donc c'est la façade. On a une démocratie de façade, une démocratie figée. Comme le Sénégal compte beaucoup sur sa réputation pour attirer l'investissement extérieur, pour attirer l'aide au développement, etc. Donc on met toute cette façade d'institutions, soi-disant démocratiques, et on se gargarise de mots. On annonce des mots, comme disait Sartre, justice indépendante, état de droit, etc. Mais ça, c'est foulé aux pieds tous les jours par les tenants du pouvoir. Comment est-ce qu'on peut parler d'état de droit quand on foule aux pieds la Constitution? Comment est-ce qu'on peut parler d'état de droit lorsqu'on instrumentalise la justice pour se débarrasser de ses opposants? Donc, il y a un gouffre entre ce qui est dit, ce qu'on montre et ce qui se fait dans la réalité. Ce qui se fait dans la réalité, mais il faut quand même faire le distinguo entre ce qui est peut-être arrivé à Khalifa Sall et Karim Wade, c'était des fautes de gestion. On peut peut-être douter de beaucoup de choses, mais pour ce qui relève de M. Ousmane Sonko, mais c'est tout autre chose. Il y a une persécution de Ousmane Sonko, véritablement. Pourquoi? Parce que c'est le seul homme politique à avoir exprimé la nécessité de changer notre système, qui a, dans son livre « Solutions », qui a proposé des réformes radicales. Il faut changer le mode de production économique. Oui, c'est vrai qu'il a parlé même de fusiller tous ceux qui ont... Oui, non. Fusiller tout le monde. Enfin, moi, je n'ai pas entendu, parce qu'il y a tellement de choses qu'on raconte sur lui. Mais c'est l'homme qui a été le plus persécuté. Regardez ce qui est arrivé hier. Comment est-ce que les forces de l'ordre peuvent sortir par la force un élu national, un maire, ancien député, chef de parti, en brisant la vitre de sa voiture et en le sortant de force de son véhicule? Certains vous diront pour refus d'obtempérer. Obtempérer quoi? Il n'est pas en état d'arrestation. La preuve, ils l'ont mis dans leur véhicule de police et ils l'ont déposé chez lui, alors qu'il rentrait chez lui. Pourquoi ne pas le laisser tranquillement rentrer chez lui? Pour éviter des attroupements. Mais c'est la police. La police sait comment éviter les attroupements. Donc, ça c'était juste pour l'humilier. Mais oui, mais l'affaire Sweet Beauté, ou peut-être des accusations gratuites face à peut-être un citoyen comme lui, est-ce que là aussi, on n'est pas au-delà de ce qu'on peut considérer comme un complot? Bien sûr. Il y a au Sénégal 3500 viols par an. 3500 viols par an. C'est-à-dire presque 10 viols par jour. Entre tous ces viols-là et ce qui arrive au tribunal, c'est vraiment bon. Deuxièmement, si ce n'était pas Ousmane Sonko, si c'était quelqu'un d'autre, ça ne se serait pas passé comme ça. Et qu'est-ce que vous en savez? Mais parce que je vous dis, il y a 3500 viols par an. Donc, déjà, les poursuites judiciaires en cas de viol sont négligeables comparées à ce qui se passe. Bon, c'est vrai que d'un côté, les filles qui sont violées ne vont pas nécessairement porter plainte parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Ok. Mais est-ce qu'il y a eu viol ou pas? Ça, c'est entre Ousmane Sonko et la dame, Madame Sage, d'aller s'expliquer devant le tribunal. Il n'y a pas besoin de faire tout ce montage. Donc, à votre avis, Ousmane Sonko devait répondre au tribunal? Mais quand il a été convoqué par la police, il se rendait à la police quand les policiers sont venus le sortir de sa voiture et lui mettre les menottes pour l'amener à la police, alors qu'il se rendait chez le juge. Au tribunal, chez le juge.
Donc, il y a une persécution, et cette persécution, c'est pourquoi? C'est parce que les tenants du pouvoir paniquent. Ils paniquent parce qu'ils savent que Sonko a un programme radical, qu'il va mettre fin à tous ses privilèges, qu'il va certainement exiger que les gens soient poursuivis en justice. Même le président de la République? Forcément. Forcément. Si le président de la République viole la Constitution, c'est de la haute trahison. Or, quand il parle de troisième mandat, il s'apprête à violer la Constitution. Donc, ce qui peut entraîner, avoir des répercussions graves pour la stabilité de ce pays. Ça ne peut pas rester impuni. Non, mais par rapport... C'est l'impunité ici qui fait que nous allons vers une déstabilisation politique et sociale. Mais le président ne s'est pas encore prononcé sur cette question. Il laisse les autres faire. Il tâte le terrain. Il voit, il analyse le rapport de force, il analyse la conjoncture internationale, etc. S'il pense qu'il peut le faire, il le fera. Mais si la résistance, l'opposition, et ça commence à être discuté au niveau international, et il faut qu'on porte ça, ce débat-là, au niveau international, comme ça s'est passé au Parlement français. Il faut qu'on porte cette problématique-là au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, au niveau du Parlement américain, au niveau du Parlement canadien, chez tous les grands partenaires du Sénégal, pour les prévenir que leurs investissements, leur aide au développement, tout ça risque de partir en fumée si jamais ils ne font pas pression sur Macky Sall pour qu'il respecte la Constitution. Mais ceux qui ont droit à la parole à ce niveau, au sujet justement de la candidature ou non de Macky Sall, mais pensent que la Constitution telle que rédigée ne priverait pas Macky Sall d'une autre candidature à la prochaine élection en 2024. Ça, c'est des élucubrations. Ah non, mais vous avez quand même des professeurs titulaires de chaire. Oui, mais il y a beaucoup de mercenaires. Je vais vous lire... Mercenaires, vous dites? Oui, beaucoup de mercenaires. Je vais vous lire. Je suis allé sur le site hier du gouvernement sénégalais en ce qui concerne la Constitution de 2016. Et je cite, Constitution 20 mars 2016, ils disent sur le site, vous pourrez vérifier, gouvernement du Sénégal, Constitution, ils disent, attention, une nouvelle constitution n'est pas élaborée en 2016. Il s'agit d'une simple révision constitutionnelle qui maintient en vigueur la constitution de 2001. Et la constitution de 2001, sur l'article 27, il y a 2 alinéas. Le premier a été révisé, qui dit le mandat est ramené à 5 ans. Le deuxième n'a pas été révisé, qui stipule que le nombre de mandats est limité à 2. Donc nous sommes toujours sous la constitution de 2001, où il y a eu des révisions en 2016. Donc c'est la constitution de 2001 qui prime. Donc ceux qui sortent des élucubrations comme deuxième quinquennat ou je sais pas, j'ai même lu quelque part, je ne sais plus c'est lequel des politiciens, dire on va vendre les cartes APR et si on réussit à vendre 2 millions, ça veut dire que le peuple soutient la 3e candidature de Macky Sall. Absolument, une pétition, mais oui, peut-être pour légitimer aussi. Mais c'est pas dans la Constitution. Dans la Constitution, il est dit que pour être candidat, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Il faut jouir de ses droits civils et politiques. Il faut être âgé de 35 ans et moins de 75 ans. Il faut savoir lire, parler, écrire le français. Et nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc ça, c'est les conditions qui permettent à quelqu'un de se présenter. S'il ne remplit pas ces conditions-là, il ne peut pas se présenter. Mais c'est le code électoral qui garantit les conditions de candidature. Oui. Et la Constitution, le mandat. Oui, mais il faut être candidat au mandat. Si vous ne pouvez pas exercer le mandat, à quoi ça sert d'être candidat? Mais pourquoi ne pas laisser le Conseil constitutionnel arbitrer? Le Conseil constitutionnel a déjà arbitré. Et c'est le Conseil constitutionnel
qui a procédé à la rédaction des révisions. Le Conseil constitutionnel, parce que ça n'avait pas été fait, le Conseil constitutionnel a pris l'initiative de faire un toilettage de la Constitution de 2001 en incluant toutes les révisions qui avaient été faites du temps de Abdoulaye Wade et aussi de la Constitution de 2016. Donc, le Conseil constitutionnel valide des candidatures qui remplissent des critères. Si vous avez un candidat qui a 18 ans, vous allez lui laisser aller au Conseil constitutionnel déposer sa candidature. Non. Voilà. Donc, un candidat comme Macky Sall, il est disqualifié. Il ne peut même pas se présenter au Conseil constitutionnel parce qu'il ne remplit pas les critères. Absolument. Alors, il y a aussi l'idée agitée des deux cas. Khalifa Sall, Karim Meïssa Wade, et d'ailleurs le président a demandé de trouver les conditions pour qu'ils retrouvent leurs droits civiques. À votre avis, est-ce que c'est un aveu d'erreur commis dans le passé qu'on essaie de vouloir rectifier, ou bien c'est peut-être apaiser la tension? Je ne sais pas, mais beaucoup de juristes estiment que la déchéance des droits civils et politiques doit être prononcée par le juge. Or, les juges, quand ils ont sanctionné Karim Wade et Khalifa Sall, n'ont pas prononcé de déchéance de droits civils et politiques. Ce n'est pas automatique. Il faut que ce soit décidé par le juge. On ne peut pas tout simplement dire le code électoral dit que quiconque a été condamné à une peine d'un certain nombre d'années est déchu de ses droits civils et politiques. C'est au juge. Très bien. Donc il suffit de tout simplement reconnaître que le tribunal n'a pas déchu Khalifa et Karim de leurs droits et les rétablir dans leurs droits, les enregistrer sur le code électoral. Mais il y a quand même le code électoral qui priverait certaines personnes condamnées à certaines peines, à un niveau de peine, à ne pas les personnes condamnées à des élections. La déchéance des droits, c'est parce que la déchéance d'un droit, c'est grave. C'est très grave. Priver un être humain de ses droits, c'est très très grave. Ça ne se fait pas à la légère. Donc, priver un citoyen de son droit de vote, ça ne peut pas venir tenir uniquement du code électoral. Ça vient du juge. Et c'est le juge qui décide. Il est privé de son droit, donc il est rayé. Mais ça n'a pas été une sentence prononcée par le tribunal. Alors on est là encore à faire des escroqueries politiques, de la délinquance constitutionnelle, tout simplement pour se débarrasser d'adversaires. Alors, mais si on veut rétablir ces derniers dans justement leurs droits, ça veut dire que les droits ont été privés de ce droit-là. Non. Alors pourquoi faire demander au ministre de la Justice de trouver des voies et moyens pour rétablir votre avis? Il suffit de ne pas les rayer du code électoral, c'est tout. Maintenant, l'amnistie, souvenons-nous que l'amnistie, c'est par rapport à des faits. C'est pas nécessairement unipersonnel. Donc ça veut dire que c'est tous les faits de détournement d'argent, de crimes financiers, etc., qui vont être amnistiés. Donc Macky Sall va amnistier ses complices. À lui. À lui. En réalité, vous pensez que cette amnistie-là, c'est plus bénéfique à Macky Sall qu'à Khalifa Sall? Mais bien sûr. Comment? Parce que tous les dossiers, soi-disant qu'il garde sous son coude, tous les détournements qui ont été faits, tout le vol flagrant qui ont été commis depuis 2012, demain, s'il y a un nouveau régime que moi je souhaite, avec un agenda radical de mettre fin à l'impunité, tous ces gens-là sont poursuivis. C'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils persécutent Ousmane Sonko, parce qu'ils savent que lui
ne va pas tergiverser et va réouvrir tous ces dossiers-là et traduire tous ces gens-là en justice. Mais pourquoi vous pensez à Ousmane Sonko? Ça peut être Karim Wade, ça peut être Khalifa Sall, ça peut être Bougane Gueye Dany. En tout cas, moi, c'est celui en qui je fais confiance pour remettre le Sénégal à l'endroit et pour apporter les réformes radicales dont ce pays a besoin, parce qu'on marche sur la tête. Voilà. Alors Pierre Sadé, le Parti Socialiste, aujourd'hui, vous n'êtes plus membre du Parti Socialiste ou vous l'êtes toujours? Je suis nominalement membre du Parti Socialiste parce que je n'ai pas démissionné. Je suis toujours secrétaire national chargé des relations avec la gauche et avec les mouvements populaires. Mais je pense que je ne vais pas tarder à démissionner. J'attends le résultat du séminaire qui s'est déroulé le week-end dernier. Si le Parti Socialiste prend la décision de soutenir Macky Sall pour un 3e mandat, j'envoie ma démission. Le Parti Socialiste, malheureusement, vous savez, les partis naissent, vivent et meurent. Il n'y a pas de parti éternel. Les conditions de vie et de développement du parti sont liées à la capacité du parti à s'adapter aux conjonctures politiques, c'est-à-dire on a un parti qui a été 40 ans au pouvoir, 12 ans dans l'opposition et 12 ans dans une soi-disant coalition gouvernementale. On a gagné ensemble, on gouverne ensemble. Voilà. Alors que nous sommes dans un régime présidentialiste tropical où seul le chef de l'État gouverne. Le Premier ministre ne gouverne même pas. C'est le chef de l'État qui décide de tout, qui décide de l'allocation des ressources, qui nomme à tous les postes, qui envoie nos soldats dans les champs de bataille, qui gracie, qui décide de garder sous le coude des dossiers et donc qui perpétue l'impunité. Donc il y a une adaptation par rapport à la conjoncture politique. Je pense que ça a été, pour moi, une erreur. Parce que on s'est fondu dans Benno Bokk Yakaar. Nous n'avons pas déposé notre propre liste de députés aux élections législatives. Nous n'avons pas pu constituer un groupe au Parlement afin d'accompagner le président s'il va dans la bonne direction. Ensuite, il y a la capacité de parti d'attirer la jeunesse. Parce qu'un parti, c'est sa jeunesse, c'est le futur. Et de répondre aux attentes des jeunes. Je ne pense pas que la direction actuelle du parti soit rendre le parti attractif à cette jeunesse sénégalaise. Ensuite, il y a la capacité de mobilisation de l'électorat. Quelle est aujourd'hui la portion de l'électorat que commande le Parti Socialiste? On avait fait 11,5% lors des élections de 2012 avec Ousmane Tanor Dieng, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste ne ferait pas plus de 2-3%. Ah bon? Mais oui. Mais donc pourquoi ne pas espérer les retrouvailles de la grande famille socialiste avant de déposer votre démission? Oui, mais ça, je peux y travailler sans être au parti. Si le Parti Socialiste décide d'accompagner Macky Sall pour un 3e mandat, je démissionne. Ça, il n'y a même pas à chercher de midi à 14h. Qu'un parti aussi historique que le Parti Socialiste ne soit pas présenté aux élections depuis 2012 et donc ne teste pas sa capacité de mobilisation de son électorat, c'est un parti qui a perdu le sens de son devoir historique. C'est-à-dire défendre le socialisme, défendre les valeurs de justice sociale, défendre les valeurs d'égalité, défendre les valeurs de souveraineté, défendre un projet économique de transformation, surtout du monde rural, ce qu'avait commencé Mamadou Dia en 1959, 1960, 1961. Quel est notre projet? Il n'y en a pas. Alors, donc, je crois que mon compagnonnage avec le Parti Socialiste prendra fin dès que le Parti Socialiste
Et j'ai l'impression que c'est ça qui va sortir des consultations, décide de prolonger la baille de Macky Sall. Absolument. Alors, Pierre Sadé, merci. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui, ce jour, Pierre Sadé, ancien secrétaire général de Amnesty International et qui a été aussi sous-directeur au niveau de l'UNESCO. Merci de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs. Rendez-vous pour un autre numéro, Inch'Allah.